Dans cette vidéo, nous allons parler de cul. Ah, tu l'as dit, faut que je vous raconte une histoire. D'abord, générique. J'ai pas encore de générique, mais on va y penser. Je repense à un jour où, avec ma mère, on devait appeler, en fait, une boutique en ligne parce que on voulait savoir où en était le cadeau qu'on avait fait à mon neveu. À l'époque, il devait avoir 4 ans, 4-5 ans. Et il devait être à Paris d'ailleurs, il n'était pas encore en Australie. Et, en fait, il y avait des références pour ce fameux colis. Et la personne au bout du fil a demandé les références du colis. Et dans un grand souffle, je sais pas comment dire, j'ai dit cul. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la première lettre de la référence en question. Et je me suis mise à rigoler en me disant pourquoi je dis cul. Ma mère était morte de rire et même la dame au téléphone était morte de rire. Bref, c'était une petite introduction pour vous dire que je vais parler de, en fait, faire face aux troubles sexuels. C'est la page 127 de mon livre Vivre avec la sclérose en plaques. Alors, je vais vous lire quelques passages. Très peu de personnes osent aborder un tel sujet avec un médecin. Ces derniers aussi restent peines. Bon, ça a été remasterisé, amélioré par. J'avais pas reste peine à aborder. Bref, aujourd'hui simplement, ils ont du mal, mais bon, il reste peine à aborder cette question avec les malades. Préférant souvent remettre des brochures à leurs patients plutôt que d'avoir à répondre directement à leurs questions. Les principaux troubles sexuels causés par la sclérose en plaques sont différents selon s'il s'agit d'une femme ou bien d'un homme. Pour les femmes, manque de lubrification vaginale. Attention, je vous fais une petite aparté. Ce n'est pas parce que vous avez la sclérose en plaques que forcément vous allez rencontrer ces problèmes. Ces problèmes aussi. Troubles de la sensibilité. Ce peut être une insensibilité ou au contraire des phénomènes d'hypersensibilité, hypersensitifs, empêchant d'atteindre l'orgasme, tels que les sensations d'électricité, des décharges électriques et des sensations de brûlure. Baisse de libido, liée à l'usure psychologique due à la maladie ou à une dépression réactionnelle. La fatigue et les troubles urinaires peuvent aussi avoir une influence sur la sexualité de la personne malade. Pour vous donner mon exemple, pendant un temps, quand je me suis rendu compte que mes infections urinaires à répétition, parce que j'en avais une par mois, étaient liées à grandes activités, je dis comme à grandes activités sexuelles du moment, j'en pouvais plus, ces infections urinaires à répétition. Et bien, j'en suis venue à dire stop, quoi. Donc, enfin bref, j'ai dit une bêtise. Non, je ne suis pas devenue bonne sœur pour autant, mais disons que ça m'a bien refroidi, voilà. Et ce qui est franchement dommage, parce que on a tous le droit à une sexualité épanouie, et encore plus quand c'est très compliqué quand on est handicapé, quand on est une femme, à accéder à une sexualité épanouie. Alors quand en plus il y a ces infections urinaires qui arrivent, j'en parlerai après dans le chapitre d'après. Pour les hommes, une instabilité érectile avec une durée d'érection ne permettant pas un rapport satisfaisant et complet. Fatigabilité généralisée avec diminution du désir sexuel, donc on retrouve la même chose, problème du libido. Fatigabilité pour nous aussi, hein. J'en ai pas parlé, mais et puis il y a certaines positions qui sont plus possibles de faire. Et après je parlerai des solutions. Diminution de la sensibilité, donc pareil, on trouve des problèmes de sensibilité. Bon, je vous passe les détails. Là, je parle de Viagra pour les hommes, de gel lubrifiant pour le problème de sécheresse vaginale. Pour la libido, qu'est-ce que je dis? Eh bien, d'abord, il faut identifier là où les raisons. C'est la fatigue, c'est une dépression, ça va pas être les mêmes solutions. C'est pas toujours forcément c'est pas
lié directement à la maladie, des fois ça peut être indirect. Alors là, j'ai parlé de acupression, acupuncture, sophrologie, massage érotique, hypnose érotique. Voilà. Soyez imaginatif et l'envie de vite revenir. Troubles urinaires et sexualité. Les infections urinaires sont particulièrement fréquentes chez les femmes, pour différentes raisons déjà évoquées. Une femme sur 10 en est atteinte chaque année, selon l'assurance maladie. Il faut savoir que chez les femmes, dans 8 cas sur 10, l'infection urinaire survient après un rapport sexuel. 8 sur 10. Ces infections urinaires sont appelées des cystites post-coïtales. Elles sont jolies, non, mais comment expliquer qu'une telle pratique puisse provoquer la survenue d'infections urinaires? Autrement dit, comment les rapports sexuels peuvent-ils favoriser l'apparition de ces cystites post-coïtales? Eh bien, l'urètre de la femme est court, environ 2 cm, et le méal urinaire, le vagin et l'anus se trouvent proches les uns des autres. Les microbes peuvent ainsi très facilement migrer d'un orifice à l'autre, ce qui provoque des infections urinaires. Lors du Covid, c'est le mouvement du pénis dans le vagin qui aide les germes à passer de l'extérieur à l'intérieur du vagin, ou bien un mouvement de la langue et ou du doigt. Afin d'éviter l'infection urinaire après un rapport sexuel, il existe quelques petits gestes simples. Faire pipi immédiatement après le rapport sexuel, parce que l'urine va laver l'urètre, éliminer les germes et les empêcher de remonter sur le canal de l'urètre. C'est vachement tue l'amour. Attends chérie, là ça pipi, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pour peu qu'on soit un peu tendance à être incontinente, bonjour. Boire beaucoup d'eau qui dilue les urines. Prendre la canneberge ou bien du... Ouais, ça c'est ce que je fais. Les canneberries. Ça peut être intime après le rapport. Sans toutefois penser à une hygiène excessive. Environ une femme sur 2 a déjà eu ou aura au moins une fois dans sa vie une infection urinaire. 30% des infections urinaires sont des récidives. Et dans 8 cas sur 10, elles font suite à un rapport sexuel. Alors, qu'est-ce que je mets Ouais, éviter les sous-vêtements trop serrés. Bref. Il faut lutter contre la constipation aussi. Parce qu'il y a aussi des bactéries qui peuvent remonter dans le flux urinaire. J'ai lu depuis, qu'on conseillait de boire avant le rapport et de pas vider sa vessie complètement avant le rapport pour pouvoir faire pipi après. Voilà. Et moi j'avais tendance plutôt à aller faire pipi avant pour pas être embêté après le rapport. Voilà. Pause pipi. Ouais, d'accord. Bon bref. Voilà, c'était ma pause sexo dans c'est pas très l'amour, j'avoue. Alors, que dire de plus qu'on est à parler de cul? Ça me fait rigoler. Je rigole parce que je l'avais dit d'une telle manière que j'étais... Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Alors, c'est... Quand on parle de sexualité pour les personnes handicapées, on pense tout de suite à une personne gravement handicapée. Et effectivement, il y a des réels besoins pour les personnes gravement handicapées ou qui sont en institution, certes. Mais il y a aussi des personnes qui passent de valides à handicapées parce qu'elles ont une maladie, comme on a la sclérose en plaques, qui peuvent avoir du mal à marcher. Et donc, ça réduit la possibilité de rencontre et donc de faire des rencontres je sais pas moi, par exemple on peut vouloir rencontrer l'âme sœur, on peut vouloir rencontrer les fancules aussi parce qu'on est handicapé, qu'on arrête d'avoir plus de besoin de désir sexuel. Et c'est pas parce qu'on est handicapé que ça deviendrait anormal. Je veux dire, il y a plein des jeunes, peut-être plus, mais encore, je sais pas, moi je me souviens à l'époque où j'allais en boîte de nuit, c'était pour faire des rencontres, et
à la fac, c'était quand même compliqué, enfin, des rencontres, on était là pour bosser, et voilà, les soirées étudiantes, voilà. Bon, depuis que je ne suis plus jeune, enfin, je ne suis pas trop vieille non plus, mais bon, euh, les rencontres, comment on les fait? On rencontre souvent les personnes dans le cadre de nos travail, je travaille pas, dans le cadre de nos loisirs. Quand on est une personne à mobilité réduite, les loisirs, ça devient compliqué à en avoir à l'extérieur. Moi, j'ai l'aquarelle, hein, comme vous savez, j'ai la lecture, j'ai pas mal je m'occupe, je ne me sens pas seule, euh, mais j'ai réduit, mon cercle social est très réduit. Et quand on est à mobilité réduite, qu'on a besoin soit d'une aide technique, soit d'une aide humaine comme une aide de vie, c'est compliqué. C'est compliqué de dire, bon, tiens, aujourd'hui j'aimerais bien aller sortir. Ou même quand on a l'idée de se dire, ouais, je sais pas si ça dit très beaucoup, mais ah bah tiens, j'ai envie de faire des rencontres. Voilà. Et comment on fait? Alors il y a Internet, mais Internet, c'est encore autre chose, c'est que la personne ne vous voit pas. Si vous dites, et je suis obligée de le dire maintenant, j'ai une sclérose en plaques qui me pose problème pour marcher, la personne, ça peut lui faire peur et taillot. Après, il y a aussi des personnes handicapées, c'est comme les personnes valides, on trouve de tout, et il y a des gens aussi qui sont des hommes handicapés qui sont homosexuels, ou des femmes aussi qui sont homosexuelles, ou qui sont bisexuelles, bref, qui sont même une femme trans, enfin bref. Je suis pas une spécialiste de la question, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une minorité dans une minorité, quoi. Et ça peut être vraiment très compliqué pour une personne. Imaginons une personne, comment dire, je sais pas, je vais pas parler de ce que je ne connais pas, je vais pas parler des hommes, mais je vais parler si on est une femme, par exemple, homo, qui va rencontrer une autre femme, mais on est à mobilité réduite, que c'est compliqué pour faire une rencontre. Après, j'ai l'impression que soi-même, on a tendance déjà à beaucoup se mettre de limites en se disant ah c'est bon, je suis tout le temps fatiguée, et puis vu dans quel état je suis maintenant, je marche de plus en plus mal, ça se voit, je suis pas un cadeau quoi. Euh, L'amour c'est plus pour moi. En gros, qu'on se dit ça. Et ça, c'est, comment dire, soi-même, on se flagelle, quoi. C'est horrible de se dire, parce on a cette sclérose en plaques, parce que voilà, c'est vrai, il y a des handicaps différents, il y a le handicap, parce qu'on a eu un accident, parce qu'on est cas de naissance. Voilà, on a, comment dire, on s'est développé avec, comment dire, on a fini peut-être par l'accepter, alors qu'une maladie qui est évolutive, il faut à chaque fois s'adapter. Et quand on voit que maintenant, on n'est plus pareil qu'il y a 5 ans en arrière, c'est difficile. Et on se dit quel est mon avenir, et on se dit que est-ce que j'ai pas envie d'être un poids pour l'autre, et ça devient compliqué, et donc on se sent moins désirable en fait. Ouais, je pense. Bref, donc faire le pas pour aller vers l'autre devient difficile quand quand-même on se dit qu'on n'est plus dans le coup, quoi. Qu'on n'est plus que par rapport à quelqu'un de valide, euh, bah non, c'est fini, c'est bon. Et alors en fait, c'est con parce que franchement, on a tellement, je pense, à apporter. Bah, je veux dire, nous aussi on veut quelque chose, quoi. Je sais pas comment dire ça. D'accord, d'accord, imaginons la personne, euh, elle, elle est en fauteuil roulant. Voilà. Bon. Déjà, le fauteuil roulant, par la plupart des gens, c'est diabolique, quoi. Voilà, mon Dieu, un fauteuil roulant, quoi, non, non. Je n'envisage pas d'être en fauteuil roulant avec quelqu'un. Et puis, il y a des fois, j'avais vu sur des forums, la personne disait, ben, je flash pour un gars qui est en fauteuil roulant, et comment puis-je l'aborder, comment on drague une personne handicapée, et tout ça, et c'est touchant parce que finalement, de la part d'une personne valide qui ne s'est jamais dit dans l'idée, qui ne s'est jamais mis dans la tête qu'un jour elle pourrait tomber amoureuse ou amoureux d'une personne handicapée, ça fait plaisir de se dire que nous aussi on peut être désirable, quoi. Et ça c'est important. Donc j'ai envie de dire aux personnes qui pensent que parce que elles ont une sclérose en plaques, parce que elles ont une sclérose en plaques progressive,
ou qui progresse, en tout cas qui a évolué, et que leur handicap est de plus en plus important, elles se disent plus désirables. Et s'il faut vraiment se chasser ça de la tête, oui, se chasser ça de la tête, parce que on sait pas, je veux dire, il y a des gens invalides qui sont chiants, et ok, la maladie peut nous, comment dire, euh, j'avais parlé de masque en fait, comme si on avait le masque handicapé. Mais quand on enlève ce masque handicapé, on est un être humain quoi. Et bah, je sais pas, j'ai l'impression que si on ne voit que via la maladie, via le handicap, on passe à côté plein de choses. Et nous-mêmes, il faut cesser de se voir que. Enfin, de se mettre des bâtons dans les roues quoi. Alors pour faire une rencontre dans ces conditions, comment on fait? Alors, soit la personne va nous voir, et dans ce cas-là, on n'a pas à lui peut-être lui expliquer, je sais pas, c'est peut-être que la personne va se demander ce qu'on a, mais on n'a pas à lui dire, attends, là comme on est par internet pour une rencontre, je te dis tout de suite, j'ai une sclérose en plaques. Ce que je dis, ce que je dis pas, alors quand ça se voit pas, on peut encore ne pas le dire, et après moi je me souviens d'une idée qui m'avait dit, rencontrez quelqu'un, que personne tombe amoureuse de vous, et puis après, vous lui dites. Bah non, pourquoi attendre qu'elle tombe amoureuse de vous? Comme ça, elle sera amoureuse. Donc si la personne est amoureuse de vous, c'est bon, c'est l'affaire est dans le sac. C'est horrible de dire ça. Parce que c'est comme si on l'a manipulé, quoi. Mais ouais. En tout cas, c'est évident que le fait d'avoir une maladie, mais ce que je veux dire, c'est que personne n'est à l'abri de ne pas avoir de maladie un jour, de ne pas avoir d'accident, de ne pas avoir un handicap, et parce que on n'est pas en super santé, on ne mérite pas d'être aimé, c'est non, pas possible. Et donc, je pense que... À quoi je pense? Oui, ça y est, je sais de quoi je vais vous parler. Je ne me souviens pas de son nom, mais c'est un homme polonais, je crois, d'origine polonaise, qui vit aux États-Unis, qui est né sans bras et sans jambes. Et ce gars, il aurait pu se dire, c'est bon quoi, ma vie ça va être quoi? J'imagine les parents quoi. Et il a une telle foi et puis bon, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'il arrive à le peu qu'il a, je crois qu'il a une espèce de moignon au niveau du pied, pas du pied. Bref, il arrive à utiliser, le peu qu'il a comme corps, il arrive à utiliser. Et ben ce gars, il est marié, il a un enfant, et voilà, il a dépassé des montagnes quoi. Parce que là-dedans, et je l'ai vu sur Télix, je crois. Il est émouvant. C'est émouvant. Et si on voit que la tête, on ne sait pas qu'il n'a pas de bras et qu'il n'a pas de jambes. Et ben lui, s'il peut faire ça, alors nous, donc c'est trop impact, franchement. Hein. Donc voilà, allez voir ces vidéos. Vous allez voir que même lui, il arrive à. Bon, ah oui, je ne vous dis pas. Je pense que vraiment c'est un être un peu exceptionnel. Il arrive même à nager alors qu'il a qu'un tronc, quoi. C'est assez fou. Mais ça montre bien que tout se joue dans la tête. Et que si on arrive face à l'autre en étant joyeux, en ayant la pêche, en jouant, même si on a cette putain de maladie qui nous freine, et pour moi j'ai la phase progressive, secondaire progressive. Imaginez que pendant des années on m'a dit que j'avais rien, que j'affabulais, que c'était des conneries tout ce que je disais, allez rentrer vous coucher, vous faites pas chier, ça, pour rien quoi. Après on m'a dit c'est bénin, parce que ça fait des années, ah ça y est maintenant on me dit que oui, ça fait des années que vous avez la maladie, on l'avait pas vu. Bah, c'est comme ça, et le diagnostic des fois c'est un peu difficile. Donc vous êtes encore debout, donc on fait plus de 20 ans, on a sclérose en plaques.
Donc c'est une forme bénigne. Ouais. Rentrez chez vous, c'est pareil. Vous n'êtes rien par rapport à d'autres personnes. Je me souviens, il y a un kiné, je crois, qui m'avait évalué, un clinique de la CEP, qui avait dit, ouais, non, pas besoin de comment il appelle ça, hein, réentraînement à l'effort. Pas besoin, c'est vraiment une petite sclérose en plaques de merde, quoi. En gros, hein. Ben, non, t'as rien rentre chez toi. Oh, putain, une petite sclérose en plaques, mais oh, il y a même un gars au CHU, un neurologue d'ailleurs, qui a été appris dans l'unité de, enfin, ouais, de la SLA, donc pour ma mère, parce qu'il y a eu la SLA. Lui, il disait, oh, vous savez, il y a eu ça à ma mère. Donc, nous, là, on est content quand c'est pas une tumeur au cerveau, la sclérose en plaques. Bon. Ah bah, yo, connard, hein. Bref, j'ai jamais aimé ce neurologue. Bref, et voilà, on dit ça, puis d'un coup, bah, maintenant vous avez une forme secondaire progressive, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de rémission, et ça va évoluer au fil du temps. Et en gros, c'est une maladie neurodégénérative, quoi. Bon, alors, plus lente que la SLA, et encore, ça dépend. Il y a des personnes qui ont des formes très graves de sclérose en plaques. Il y en a un qui en meurt. Si on dit que non, on ne meurt pas de sclérose en plaques. C'est vrai, principalement, on ne meurt pas de la sclérose en plaques. Mais il y a des exceptions qui font que, oui, il peut y avoir des cas graves. Donc, on peut mourir de la sclérose en plaques, directement ou indirectement, en faisant des fausses routes. Il y a des personnes très gravement atteintes de sclérose en plaques, mais la plupart du temps, c'est des formes rémitantes. 80% des personnes ont une forme rémitante. Il y a des formes premières progressives et des formes secondaires progressives. Et quand on est dans une phase progressive, que ce soit primaire ou secondaire, on ne voit pas la sclérose en plaques de la même manière, quoi. Et pour autant, il faut vraiment avoir ce mindset dans l'état d'esprit, se dire, bon, voilà, on a la vie, d'accord, et on n'a pas tiré les bonnes cartes, peut-être, mais peut-être que cette maladie, on peut en faire quelque chose. Voilà. Et vivre avec une sclérose en plaques, on n'a pas la même vie, qu'on soit avec une sclérose en plaques rémitante ou une sclérose en plaques progressive, si c'est une forme légère ou une forme sévère. Et c'est pas parce qu'on a une forme légère qu'on va pas passer un jour à une forme sévère. Et quand on a une forme sévère, en fait, quand on a une sclérose en plaques progressive, c'est pas forcément qu'elle va devenir sévère rapidement. On connaît pas l'évolution, en fait, vraiment, pour chacun individuel. Donc, moi je pense que, et ça d'ailleurs le neurologue m'a confirmé, parce qu'il m'a dit, ce que vous avez vu, c'était pas une poussée, vous n'avez pas été bien pendant une journée, c'était lié à ce que vous avez vécu émotionnellement, et donc l'environnement est très important. Et même si on ne reconnaît pas forcément noir sur blanc le stress, tout ça, il faut vraiment vous éloigner des gens toxiques, relations toxiques. Vous n'en voulez pas, le stress non plus, pensez de manière positive. C'est pas évident ce que je dis, mais c'est ça qui sera bon pour nous, à mon avis. Et pour ce qui est du domaine sexuel, on n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles classiques, ça veut dire, bon déjà, hommes et femmes, hein, il y a d'autres sexualités, il y a aussi pénétration ou pas forcément que avec pénétration. Je sais, souvent on dit les préliminaires. Mais finalement, si on réfléchit bien, déjà les préliminaires, c'est déjà la sexualité. Et c'est très, finalement, hétérosexuel de dire ah, il y a les préliminaires, en fait, c'est pour chauffer la nana, pour nous, pour voir que ça se passe. Enfin, et c'est très masculin, je trouve, de dire c'est. Ouais. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le but d'une sexualité, si c'est possible, c'est qu'elle soit épanouissante, aussi bien pour l'homme que la femme. Je dis pas que c'est que pour la femme, mais c'est souvent la femme qui a plus de mal à atteindre l'orgasme, ouais, même si l'homme aussi peut avoir du mal. Et puis, il y a des sexualités, le tantrisme. C'est intéressant, penchez-vous sur la question, parce que c'est une manière d'aborder la sexualité qui peut être intéressante. Voilà, et arrêtez d'être dans les schémas classiques. Voilà, ouvrez-vous à faire des découvertes. Et c'est pas mal quand même. Alors, pour
pour avoir une sexualité épanouissante. Mon conseil de sexothérapeute, je suis en train de me former. Je viens de lancer, lancer le site SexoCoach. En fait, voilà, j'ai fait une formation et là, elle reprend en septembre. Parce que juriste, je ne peux pas être juriste, étant donné que j'ai un doctorat en droit, mais je n'ai pas le CAPA, donc je ne vais pas donner des consultations juridiques. Donc, proposer des consultations juridiques. Donc, je vais m'orienter sur autre chose. Je me suis dit, tiens, coach en sexualité, pourquoi pas. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, voilà, j'ai pas eu l'idée. Bon, je vais me prendre un peu d'eau. Ouais. Oui, lâcher prise. Pour atteindre une sexualité épanouie quand on est une femme, je pense qu'il faut savoir lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire ne pas se mettre, déjà, c'est ne pas se mettre une idée de performance. Parce que là, je voyais sur un groupe Facebook qui est proposé par Jessica Parbes, qui est une sexothérapeute, je crois plutôt. Une personne qui présentait en disant voilà, j'ai du mal à atteindre l'orgasme et mon homme supporte mal ça parce qu'il a l'impression de ne pas être un bon amant, quoi, et j'essaie de le rassurer, qu'est-ce que je pourrais lui dire. Et moi je lui avais dit, mais attendez, s'il vous met la pression en disant ah mais chérie, je veux absolument que tu aies un orgasme, et vous, la relation vous satisfait comme ça, vous avez le problème, vous n'êtes pas obligé d'atteindre l'apocalypse à chaque fois, quoi. Et il n'y a rien de pire pour atteindre l'orgasme que de dire il faut que j'ai un orgasme, il faut que j'ai un orgasme, ouais. C'est pas possible. Et je dis au gars, enfin à votre ami, de peut-être aller consulter pour savoir pourquoi il a tant besoin d'être un bon amant. C'est bien qu'un homme se soucie du plaisir de sa femme, mais pas au point de lui mettre la pression en disant chérie, ce soir, il y a déjà qui rigolait quand je lui disais ça. Je vais faire clap au rideau. Eh ben, ça peut arriver comme ça peut pas arriver. Et finalement, le mieux c'est de dire on va être tranquille, une relation à deux, on partage, on échange, et puis laisser faire les choses. Voilà, partir à la découverte de l'autre. Moi, il n'y a rien de pire, je trouve. Enfin, moi, ça m'a toujours énervé quand un gars il me demande qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te ferait plaisir que je te fasse. Putain, mais découvre toi-même, quoi. On n'est pas au rayon, je sais pas quoi. Bon, alors, vous voulez quoi au menu? Alors, menu du soir, nous avons. Non, je sais pas. Pas la découverte de mon corps, et tu vois ce qui fera plaisir à mon corps. Et puis, je ne vais pas savoir à l'avance. Bref, voilà, ça m'a toujours énervé. Et donc, lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas en se disant il faut que je lâche prise ce soir que je vais y arriver. Non. Lâcher prise, c'est à la fois physique et mental. Il y a des techniques qui peuvent aider au lâcher prise. Donc, je vous parlais du tantrisme, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi massage érotique, il y a aussi relaxation, méditation, hypnose érotique, il y a plein de choses qui peuvent aider la femme à se lâcher. Et puis, bien sûr, il faut être en confiance. Parce qu'on ne peut pas se lâcher prise si on ne se sent pas en confiance. Mais je suis en train de faire un cours de sexologie, je vais arrêter là. Donc, conclusion. La conclusion, on a peut-être des troubles sexuels, mais il y a des solutions. Les solutions, c'est si vous êtes fatigué, eh ben, reposez-vous avant. Si vous avez des problèmes urinaires, eh ben, allez aux toilettes avant de faire l'amour. Pas trop non plus avant. Pas trop. C'est compliqué parce que il y a l'urologue qui disait il faut pouvoir vider sa vessie après. Enfin, bon. Oui, mais si on la vide avant, après, ça va revenir. Et moi, ça me fait penser à une enquête qui a été faite pour les femmes fontaines où il y avait un urologue qui demandait aux femmes de vider leur vessie. Non, ouais, avant et après, elle s'est rendue compte que la vessie était vite remplie et au lieu de leur dire de vider leur vessie, ils étaient restés comme ça, ils se sont rendus compte qu'après, après l'éjaculation, elles avaient leur vessie vide et du coup, ils ont conclu qu'il y avait de l'urine
dans l'éjaculation féminine. Mais il y avait deux sortes de, je parle encore de deux sortes de femmes éjaculatrices. Il y avait celles qui avaient vraiment, il y avait un rôle dans la prostate féminine qui avait vraiment d'éjaculat, et l'autre c'était que du pipi. Et ça, ouah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec ça et voilà, et qui se retiennent, que l'orgasme ne vient pas parce que si jamais elles sont en fontaine, elles disent je vais faire pipi, ah non, non, je veux pas faire pipi. Et c'est le jour où on se dit advienne ce qui doit arriver, et sans se dire oh là là, mais il va dire que je fais pipi dessus. Et puis à ce moment-là, peut-être qu'on se rend compte qu'on est sa fontaine. Voilà. Donc lâcher prise, c'est pas évident parce qu'on a plein de préjugés dans sa tête, mais pourtant c'est comme ça qu'on peut. Et voilà, je vous ai fait un petit cours sexo, c'est génial. Bon, voilà, si ça vous tente, je vous lirai d'autres passages de mon livre. C'est la petite promo au passage. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez envie. Posez-moi des questions. Et à bientôt. Ciao, ciao.